le matin. Salut Paul, salut Bernard. OK, je m'affirme. Ouais. Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, c'est Denis Martel qui est au micro. Je suis en compagnie de Alizée nous mesdames. Excuse-moi, Alizée, j'ai été comme saisi de dire ton nom au complet soudainement. C'est pas comme tu l'avais dit 1 million de fois. Salut! Salut! J'ai vraiment l'air épais. Merci d'être là. Et on est aussi en compagnie de Ronnie Al-Nazir. Salut, Ronnie. Bonjour Denis, bonjour Alizée. Cette semaine, Québec annonce des mesures contre le racisme et le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales recommande un tribunal spécialisé. Donc, oui, cette semaine, plusieurs sujets. L'actualité a été assez dense, là, puis pas toujours réjouissante dans les derniers jours. Commençons avec les tensions raciales, linguistiques et ancestrales. Les ministres Giraud, Lafrenière et Carman livrent leur rapport contenant des recommandations pour contrer le racisme au Québec. Donc, on en a parlé dans plusieurs médias de différentes façons. On entendait cette semaine les derniers supporters et l'opposition au projet de loi 21 sur la laïcité aussi, donc ça a fait parler. Le Devoir nous apprend que très peu de postes de hauts fonctionnaires de la diplomatie canadienne sont occupés par des francophones. Québec octroie des fonds pour l'organisation Résilience, qui travaille entre autres auprès des itinérants autochtones, et les tensions entre les pêcheurs en Nouvelle-Écosse et les Autochtones s'intensifient, alors que des coups de feu ont même été tirés en pleine mer. Donc, plein de belles raisons, tout le monde est fâché. On va commencer avec toi, Alizée. Alizée, est-ce que tu peux premièrement m'expliquer c'était quoi l'objectif du rapport, du fameux rapport que je parlais tantôt? Décrire c'était quoi le racisme systémique sans utiliser l'expression racisme systémique. Exact. J'adore le twist. Mais parmi les recommandations pour combattre ce fameux racisme, là, qu'est-ce que je fais? Je le dis-tu, moi, systémique, j'ai-tu le droit? Mais ça l'était pas, mais on sait plus quoi faire. Lesquelles sont les plus importantes pour toi? Déjà dans le rapport, je pense que c'est ça, il y a 24 recommandations. Bon, il y en a aucune vraiment que j'ai trouvé particulièrement intéressante, sauf celle peut-être de nommer un ministre responsable, parce que même si on aurait peur que ce ministre-là soit un petit peu pour l'image, ça montre quand même une importance. Là, quand on accorde un ministère pour un sujet en particulier, ça veut dire que c'est quand même important, ça a du poids. On aura eu un ministre du numérique avant un ministre contre le racisme. Ouais. Mais il reste que... Non, mais pourquoi je fais le lien? Je vais t'expliquer pourquoi je fais le lien. C'est parce que justement, ça lançait déjà un message à l'époque qu'enfin le numérique allait peut-être être considéré. On a un peu la même chose maintenant. Ouais, puis encore des régions au Québec qui n'ont pas Internet haute vitesse, tu sais. Ouais, là, écoute, je voulais pas... Parle-moi pas là-dessus. On va changer de sujet. mais sinon, une autre recommandation aussi, c'était... de permettre aux Autochtones de pouvoir parler leur langue dans tout contexte, parce que ça, moi j'ai appris quelque chose en lisant le rapport, c'est que apparemment il y a eu comme une mesure qui interdisait ça, puis c'est complètement ridicule, là, on peut s'en douter, là. Donc voilà, sinon les autres recommandations, malheureusement, c'est ça laisse un peu sur notre fin, puis c'est une occasion manquée, puis comme je disais, on tourne un peu autour du pot, puis voilà. Ronnie, est-ce qu'on tourne autour du petit pot? Oui, mais là, je pense que c'est le genre de sujet sur lequel moi et Alizée, on risque d'être assez d'accord, là, je veux dire... on est intéressé de t'entendre quand même. Ouais, non, mais certainement, moi, peut-être, je lancerais peut-être une petite fleur au gouvernement, là, tout ce qui a été nommé sur les interpellations policières, puis ça mérite quand même d'être souligné, là. C'est pas genre majeur, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction, quoique très petit, mais quand même, faut donner un peu de crédit, là, mais... Somme toute, moi aussi, là, j'ai pas été très impressionné. La nomination d'un ministre, ce qu'Alizée disait, le problème, c'est que c'est pas un ministère qui va être dédié, c'est juste quelqu'un qui va avoir ça sous sa charge, mais comme... OK.
on va rien rajouter comme ressources en soi. Ce sera pas un secrétariat, je pense pas. Ça sera pas, c'est juste comme, moi, je pense qu'ils vont probablement genre le donner à Lionel Carman ou à Nadine Giraud, puis que ça va être ça, tu sais, ça va être. Non, moi, je pense que ça va être Christopher Ski. Ah, il y a des bonnes chances, t'as raison. Ce serait pas un mauvais move, je pense que, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est juste élever quelqu'un au Conseil des ministres pour élever quelqu'un au Conseil des ministres puis comme checker ce qu'on fait? À suivre. Tu sais, je veux dire, moi, je favoriserais bien plus, par exemple, la nomination d'un ministre spécifique pour la santé mentale, comme ils ont fait dans d'autres provinces, qui serait vraiment quelque chose de plus percutant, selon moi. Mais les actions contre le racisme, on les connaît, ça prend des choses mesurées, chiffrées, budgétées, puis là, il n'y avait rien de ça dans le rapport. Mais est-ce que c'est je me demandais, je lisais un peu vos notes, puis écoute, moi je m'excuse, je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de regarder ça encore, mais est-ce que c'est l'objectif, c'est un peu pour ça que je te demandais ça dès le départ, réaliser l'objectif du rapport, à savoir, est-ce que ce sont les premiers pas, des constats, est-ce que ça a comme mission de jeter les bases, puis justement faire un premier pas, ou on se doit d'être déçu parce que tout n'y est pas? Ben, comment dire, tu sais, bon, c'est parce qu'il y a déjà eu plein de commissions, il y a plein de papiers universitaires qui montrent ça très clairement, là, tu sais, nier le racisme systémique ou même le problème de racisme au Québec, c'est rendu presque aller contre la science, tu sais. Fait que, est-ce que c'est utile, ce rapport-là? Je sais pas. Puis d'ailleurs, le rapport, il est pas du tout chiffré, hein. Il y a pas de statistiques dedans, on rapporte plutôt des faits. Un autre truc qui est intéressant à observer aussi, c'est que le gouvernement dit qu'il a consulté les organismes faire ce rapport-là, les organisations sont pas nommées. Puis aussi, je te dirais que, tu sais, un autre aspect qui est un petit peu dérangeant, c'est que, ben, tu sais, c'est des choses qu'on savait déjà ou que le gouvernement a déjà sous son aile. Tu sais, par exemple, ils disent que, tu sais, il y a pas assez de représentation de minorités visibles dans la fonction publique. Mais c'est parce que, tu sais, c'est le Conseil des ministres, ultimement, qui nomme des personnes sur les conseils d'administration d'État. Puis, tu sais, par exemple, on avait Maquital, là, qui est à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Tu sais, tout le monde pensait que ça allait être lui qui allait le nommer à la tête, puis ils ont mis Charles Lemont, tu sais, par exemple. Fait que, tu sais, je veux bien, mais tu sais, il faut que les bottines suivent les babines, là, comme on dit, là. Moi, quand je vais dans des ministères, ben, de la diversité, j'en vois plein, là. Il y en a partout sur les posters, sur les murs. Ouais. Mais dans les cubicules, il y en a moins, mettons. Et voilà. J'écoutais, il y a un nombre d'intervenants qui ont intervenu dans les médias dans les dernières semaines, moi, sur autant le mot en haine que le racisme systémique, que toutes ces choses-là. Puis, il y a une couple de personnes, 2 personnes qui ont retenu mon attention pour les bonnes raisons, puis une personne pour les mauvaises raisons. Pour les bonnes raisons, j'ai bien aimé, par exemple, Adib Al-Khalidé à Tout le monde en parle. Je pense qu'il a frappé le clou très précisément en disant, tu sais, si quelqu'un dit que ça le dérange, si quelqu'un dit qu'il vit une difficulté, pourquoi tu nies? Puis François Legault, puis le gouvernement, je pense qu'ils ont un problème à nommer le problème parce qu'on dirait qu'ils sont comme, ils pensent que c'est une accusation envers eux, puis c'est ça le problème du côté des Québécois blancs francophones qui ont peur de nommer ce problème-là, c'est que ils pensent que c'est eux qu'on traite de racisme, mais c'est pas du tout ça. Puis tu sais, de dire un racisme institutionnel ou tout ça, tu sais, Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon nous a sorti un bécherel complet. Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre nous a sorti un bécherel complet là, de mots pour pas dire. C'était quoi, donc? C'était lui, il transfère ça dans le cours du fédéral, là. C'est le... Non, c'est ça. Puis l'autre personne qui a retenu mon attention, c'est Michel Audette. Autant tout le monde en parle que dans le podcast de Jay du Temple, qui est l'humoriste qu'on connaît, là, qui anime entre autres Occupation Double, mais qui a aussi un podcast absolument fabuleux qui reçoit des gens oui, mais un des podcasts les plus écoutés au Québec. Pardon? Un des podcasts les plus écoutés au Québec, exactement. Juste un petit peu après les engagés publics. Ça peut surprendre beaucoup de gens, là. J'ai du temps avec un podcast, mais c'est vraiment bon. Puis Michel Audette a parlé du problème très, très... tu sais, elle démocratise le problème dans le sens qu'elle rend ça accessible. Puis quand tu l'expliques, puis c'est clair... je vois pas comment tu peux nier ça, je vois pas comment tu peux pas le dire. Mais en fait, si je vous écoute, c'est ce que vous reprochez finalement au rapport, c'est pas tant là pour tout de suite le rapport en tant que tel contre lequel vous en avez, c'est plus le fait qu'il s'inscrit dans un scénario où on nie le racisme systémique. Ben oui, puis tu sais, comme une des recommandations aussi, c'est on devrait développer un genre de campagne nationale. Mais moi, je pense que tu sais, la meilleure campagne nationale qu'on peut avoir, c'est le premier ministre qui fait un appel à tous pour dire on a un problème. Comme quand il y a quelqu'un qui veut vous louer un appartement, comme demandez-vous si vous êtes réticent parce qu'il n'y a pas la bonne couleur de peau, le bon nom, tu sais, ou si c'est parce qu'il y a pour d'autres raisons. Ça, pour moi, là, c'est la plus belle campagne qu'on pourrait faire, mais tu sais, ils ont décidé de pas faire ça. Fait que rendu là. En effet, puis tu sais, allez-y je pense que tu l'avais écrit aussi.
le titre du rapport à la base, là, c'est genre tolérance zéro. Tu sais, comme. Ben oui! C'était pas déjà ça, comme c'était pas déjà tolérance. Ça, c'est comme quand McDo, ils ont commencé à annoncer qu'ils faisaient leur croquette de poulet avec maintenant du vrai poulet. C'est ça que je mangeais avant, là, tu sais. C'est comme. Non, mais c'est parce que, pour l'expliquer aux gens, là, le nom du rapport, c'est... Oui, vas-y, Alizé. Le nom du rapport, c'est le racisme au Québec, tolérance zéro. Mais, tu sais, c'est parce que c'est un petit peu, déjà, là, tu sais, ils font fausse route, là. Notre but, c'est pas tant, je pense, qu'il y ait zéro de racisme, tu comprends? Parce que c'est normal d'avoir des préjugés. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est de prendre une grande respiration, puis de se regarder puis de dire, OK, oui, c'est vrai, j'ai des préjugés, puis je vais faire un effort, tu sais. Mais c'est pas possible de pas avoir de préjugés, tu sais. Même moi, j'en ai sans faire exprès. Ouais. Fait que, appeler ça raciste, tolérance zéro, non, c'est passé à côté quant à moi. Continuons maintenant avec notre prochain sujet. On a vraiment des sujets fascinants cette semaine, mais surtout un peu déprimants. La violence sexuelle, pendant que le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales formule 190 recommandations pour améliorer le traitement des plaintes. Puis quand je dis pendant, c'est pas genre pendant la semaine, c'est genre le jour même. On a Gilbert Rozon qui est acquitté et on a Harold Lebel qui est arrêté pour agression sexuelle. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression, moi, que le dépôt de ce rapport-là, du rapport du comité d'experts a complètement passé dans le beurre. Ronnie, est-ce qu'on est sur la route d'un climat plus sécuritaire, plus sain dans lequel on va pouvoir évoluer? Premièrement, il faut prendre les choses étape par étape. Là. Premièrement, si on parle rapidement d'Harold Lebel, parce qu'en ce moment, comme on disait à Ronde, c'est que c'est un peu tôt pour genre faire un portrait complet de la situation. Là. Il vient d'être arrêté. Vraisemblablement, des accusations ont été portées ou vont être portées contre lui. Donc, on verra, là, il va devoir répondre à la justice, tout ça, et le processus va suivre son cours. Évidemment, penser pour la douleur que peut avoir subi sa présumée victime. Là. Je veux dire présumée, évidemment, parce que... Ah ouais, tu utilises le langage... J'utilise le bon langage, effectivement. À la base, on le sait tous, on a tous œuvré de près ou de loin en politique. C'est un milieu qui peut être assez toxique. Tu sais... Étant du Parti libéral, Alizé, je pense qu'elle sait aussi, il y a certaines personnes qui ont été exposées, d'autres qui ne l'ont pas été, qui avaient une certaine réputation, qui ont touché des gens qu'on connaissait, moi et elle, nous deux. Puis Denis, je suis sûr que c'est pareil pour toi au Parti québécois et pareil pour n'importe qui milite dans un parti politique au Québec, dans tous les niveaux et même dans le monde. Puis Paul Journet qui signait une chronique qui relate des incidents qui peuvent paraître anodins, mais qui parlait de l'effet de l'alcool, des soirées en députés, de tout ça, et comment ça peut générer une certaine culture. Tout ça. Donc, cette culture-là qui est en politique, elle se retrouve aussi dans le domaine de la culture, pour pas faire de mauvais jeu de mots, dans lequel Gilbert Rozon a œuvré pendant des années. Puis ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que les personnes en position d'autorité qui ont pu profiter de leur autorité pendant des années, que ce soit un incident isolé, tu l'as fait une fois, ou que tu sois un présumé récidiviste comme Gilbert Rozon, c'est pas correct. Puis on voit que ces murs-là tombent, puis que les personnes qu'on croyait inatteignables, ne sont plus inatteignables. Donc c'est vraiment ça, je pense, le positif de cette situation-là, c'est que ça va nous forcer à nous regarder un peu dans le miroir, puis voir un peu notre rapport au pouvoir et voir un peu notre rapport à comment on entretient nos relations avec les autres, autant professionnellement que personnellement, et surtout comment on fait la séparation où on ne la faisait pas et qu'on doit maintenant la faire. Et autre chose, après je vais laisser les autres parler, il y a aussi le fait que moi, il y a 2 ans, quand je participais au Parlement étudiant du Québec, il y a une des participantes qui a déposé un projet de loi dans le cadre de la simulation sur les agressions sexuelles et ça avait touché beaucoup de gens, puis c'était dans le cadre d'une simulation. Fait que ce que je vois, c'est que ma génération, les jeunes, puis les femmes surtout, sont de plus en plus mobilisées de nos jours. Puis je pense que l'époque où les gens vont se taire est finie. Puis tant mieux, c'est autant sur le racisme, autant sur l'environnement, autant sur les agressions sexuelles. Je pense qu'il y a des sujets qui nous touchent à cœur maintenant. Dans le sens que les gens en parlent. Alizé, je sais que tu vas dire que le système de justice n'est vraiment pas habilité à ça. Puis je suis parfaitement d'accord. Ça nous prend une réforme du système de justice. Vas-y donc, Alizé. Oui, vas-y donc. Au lieu d'essayer d'interpréter ton visage, on va te laisser exprimer ton point. Pour ça. Okay. Vas-y. Non, mais ça c'était dit, en fait, je pense que maintenant, tu sais, les gens vont plus laisser les choses passer. Non, moi, je pense qu'encore pour plusieurs années, tu sais, il y a beaucoup d'agressions qui vont être
qui vont être passés sous silence. Puis je te dirais même que en fait c'est du ressort de la victime de pas dénoncer son agresseur pour x raison là. C'est sûr qu'on peut encourager à le faire, mais d'un autre côté, on peut pas. Je pense que c'est faux de dire que maintenant, les femmes, elles savent que maintenant, c'est bien vu entre guillemets de dénoncer puis que c'est une bonne démarche. Là, je dirais juste pas ça. C'est pour ça que je fronçais les sourcils tantôt. Sinon, est-ce que tu penses qu'on est quand même, on fait des pas? Parce que, puis j'aurais aimé ça vous entendre sur ce fameux comité d'experts-là. Je trouve ça triste un peu que la journée, c'est un comité transpartisan avec des gens à qui je pense tout le monde ici, sans peu importe les allégeances, on a confiance, dépose un truc quand même étoffé. Tantôt, tu déplorais 24 recommandations. On est dans les 190 recommandations, dont un tribunal spécialisé là, en plus à l'intérieur de tout ça. Donc, du concret, contrairement au vent que tu nous dénonçais tantôt. Ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que je trouve ça triste que ça l'ait été. Que ce soit des nouvelles chocs sur des actes de violence sexuelle qui font de l'ombre à une initiative qui est là pour venir améliorer la situation. On est dans une situation qui est paradoxale. C'est ça que je cherchais comme mot. J'aurais pu dire. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Vas-y, Alizé. Non, j'allais dire que, déjà, je pense que des mesures comme l'abolition du délai de prescription, là, ouais. Ça, là, ça a été super positif, je pense, dans tout le processus. Mais c'est sûr que, bon, il y a beaucoup de femmes, hein. Tu sais, ça, c'est une idée préconçue dans la société, je pense, c'est que, des femmes hésitent jamais avant de dénoncer des agresseurs. Tu sais, quand une femme se retrouve à aller devant un juge, là, je pense qu'elle y a pensé en titi, parce que justement, souvent, tu sais, pour ces femmes-là, il y a des enjeux. La preuve, c'est que on dit, je pense, c'est comme c'est 7 agressions sexuelles sur 10 que c'est quelqu'un qui est proche de la personne. Ça peut être un membre de sa famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Le mythe du viol dans une ruelle, dans la nuit, c'est rare là. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, tout à la famille. Ça malheureusement oui. Puis c'est ça, donc. En fait, le fait qu'il n'y ait pas de délai de prescription, ça peut donner, justement un peu plus d'espace, puis que, la personne elle puisse prendre le temps que ça y prend pour aller devant les tribunaux. Fait que, oui, ça, pour moi, c'est définitivement un grand pas, mais il faut pas croire non plus que c'est ça, que quand ça arrive devant un tribunal, c'était sur un coup de tête, là. Fait que, tout ça pour dire, par-dessus tout ça, pour dire que clairement, là, le fait que Gilbert Rozon y était acquitté, là, c'est sûr que ça va en faire plusieurs rebrousser de chemin, puis qu'elles ont pas envie de subir tout ça. Les frais juridiques. Tout le monde, normalement, on protège les victimes avec un mandat de non-publication, mais ça arrive souvent que le nom de la personne finisse par sortir. Tout ça, là, c'est clair que ça va en rebuter plusieurs. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Homme ou femme. Non, tu fais bien de le dire, mais c'est vrai. Puis, tu sais, en même temps, Denis, je me dis que peut-être que ça l'a pas volé le spotlight, puis au contraire, ça l'a juste donné plus d'importance sur ce rapport-là. Parce que c'est comme, regardez ça, c'est pourquoi on a besoin de tout ça. Tout à fait. Tu sais, c'est comme. Ça fait la preuve. Mais c'est ça, tu sais, par exemple, allez-y parler de protéger les victimes, mais là, tu sais, dès que l'affaire d'Harold Lebel est sortie, il y a beaucoup de médias qui ont commencé à spéculer, genre sur c'est qui. Puis tu sais, naturellement, quand on entend une nouvelle de même, tu sais, même moi, là, ça m'est passé par la tête, comme, hey, je me demande c'est qui, tu sais. Mais je commencerai pas à spéculer c'est qui, mais tu sais, là, on commence à nous dire, c'est pareil que c'est une autre élue de l'Assemblée nationale, puis tout ça, puis blablabla, puis blablabla, tu sais. Puis les gens ont commencé à accorder plus d'importance à ça que le fait lui-même. Puis l'affaire sur Gilbert Rozon, là, j'entendais une avocate qui parlait à la radio de Cogeco à Montréal, là, qui disait que le fait que ça fait 40 ans, là, cette histoire-là, ça l'a joué un peu contre la personne. Puis pas qu'elle a pris trop longtemps, mais c'est juste que, tu sais, après 40 ans, la mémoire, elle est plus là, tu sais, dans le sens que puis c'est pas que c'est pas arrivé, c'est juste que, tu sais, recompter les faits de façon précise, tu sais, à moins qu'elle ait, genre, le jour que c'est arrivé, elle a pris des notes, puis elle a dit, bon, ben, aujourd'hui, il m'est arrivé telle affaire, puis tout. Ben, c'est sûr qu'elle peut pas raconter son histoire de façon exacte. Puis là, si tu lui demandes, à ce moment-là, t'étais où, à quelle heure, t'as quitté sa chambre à quelle heure, puis tout ça, tu sais, c'est sûr qu'elle s'en rappelle pas, ça fait 40 ans, tu sais, moi, je me rappelle même pas ce que j'ai soupé il y a 2 semaines. Là, genre, comment tu veux je me rappelle, comment tu veux te rappeler de ça? D'où l'importance de la réforme, c'est ça? D'où l'importance de la réforme, comme tu dis, ça fait la preuve qu'on a besoin de cette réforme-là, parce qu'actuellement, c'est sur des points
où on applique la loi telle qu'on nous demande de l'appliquer, puis on peut pas vraiment le reprocher à ceux qui sont qui sont payés, puis que c'est leur mission de ils rendre font leur job, justice. c'est sûr. Ils le font en fonction du livre. Je pense qu'il y a un détail qui est important à préciser ici, c'est que, tu sais, il y a le principe aussi de hors de tout raisonnable. C'est ça, voilà. Fait que, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand la juge a rendu son jugement, elle est en train de dire comme, franchement, cette affaire-là, c'est vraiment louche, mais malheureusement, je suis pas capable de condamner. Elle a dit, je ne crois pas, Monsieur Rozon. Ouais, c'est elle ça, l'a dit clairement. Elle a dit, je ne crois pas le témoignage de Monsieur Rozon, mais elle est obligée en fonction Mais c'est ça qui est tough dans ces cas-là. C'est pour ça que les agressions sexuelles, plus que plein d'autres genres de causes, c'est tellement difficile parce que, tu sais, oui, le crime allégué est grave, mais en même temps, la conséquence de rendre un jugement de culpabilité c'est aussi un gros poids, tu sais. Fait qu'on veut pas banaliser la chose. Puis en même temps, tu veux pas banaliser ce que la victime alléguée a vécu. Donc, c'est trouver une balance. Puis là, je pense qu'on l'a pas, cette balance-là. Mais en même temps, il y en a qui vont dire, faut pas qu'on penche trop de l'autre bord. Tu sais, on voudrait pas vivre dans un monde non plus où est-ce que chaque personne à qui on allègue quelque chose finit en prison pendant 25 ans d'une shot. Tu sais, faut trouver un équilibre. Ou qui nous amène vers des dénonciations publiques intempestives. Puis, exactement. En même temps, on peut pas non plus... Tu sais, quand on voit les résultats, on peut pas s'étonner non plus que des gens cherchent à se faire justice puis à trouver justice. Tu sais, quand le compte, quand il y a eu la vague de dénonciation au Québec dernièrement, tu sais, bon, peut-être que c'est pas la meilleure façon de dénoncer, mais d'un autre côté, je pense que c'est vraiment comme un dernier recours pour beaucoup de femmes, puis c'est ça, tu sais, malheureusement, moi aussi, je me suis retrouvée dans des situations un petit peu, tu sais, délicates où je me suis un petit peu retrouvée livrée à moi-même puis où ça justifiait pas, par exemple, tu sais, de déposer une plainte puis d'aller à travers le système de justice puis, tu sais, moi, dans mon cas, c'était peut-être pas aussi grave que ce qui a été, tu sais, diffusé sur des témoignages qu'on a pu vu passer, mais ça m'étonne vraiment pas, là. Puis pour moi, tu sais, ce résultat-là, c'est plus une conséquence d'un système défaillant dans le fond, fait que c'est ça, c'est difficile de répondre. Non, c'est clair. Mais Alizée, j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a un degré, il y a une gradation? C'est une bonne question. Il y a une gradation d'infraction, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme les gars, là, tu sais, surtout les milléniaux, tout ça, tu sais, nous, notre génération, Alizée, tu sais, la majorité d'entre nous, on est des gars qui n'ont pas fait des choses vraiment qui sont vraiment condamnables pis tout, mais je mentirais si je te disais qu'on a jamais rien. Je te mentirais on va si revenir là-dessus. Les milléniaux auraient agi collectivement d'une façon moins condamnable que les autres générations. C'est ce que les hommes milléniaux, c'est ce que tu nous dis là. Non, attends, laisse-moi finir mon propos. Okay. C'est que je te mentirais si un jeune homme en général aurait passé toute sa jeunesse, toute son adolescence, toute sa vingtaine, sans avoir jamais eu rien à se reprocher, même à un petit degré. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, dans une soirée, être trop chaud, être trop colleux, tu sais, quelque chose qui est considéré comme mineur, mais qui peut atteindre une personne. On est beaucoup de gars, tu sais, c'est moi quand je vois toutes ces choses-là, je me dis, OK, moi, je suis pas comme ces personnes-là, qui sont accusés de choses vraiment graves. Tu sais, je suis pas un Gilbert Rozon pis tout, mais ça m'a amené à me questionner sur des comportements que moi j'ai eu dans le passé qui seraient pas considérés comme graves en tant que tels, tu sais, qui m'amèneraient pas devant un juge. Du moins, si je regarde ma vie, je ne pense pas. Mais malgré tout, puis c'est délicat ce que je dis, mais malgré tout, tu sais, j'ai quand même remis en question ma relation par rapport à la masculinité, par rapport à comment j'agis des fois, comment certaines choses me font réagir, comment des choses que je dis des fois, c'est autant qu'on appelle du locker room talk en gars, ou comment on va se donner des conseils entre nous qui sont c'est quoi pas ta question sains. Par rapport à ça? Ben non, mais ma question c'est, Alizée, penses-tu que il y a un degré d'action par rapport aux actions que quelqu'un peut avoir commis ou au comportement que quelqu'un peut avoir eu? Comment tu interprètes ça, toi, en tant que femme? Là? Je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus. Puis c'est tough comme question, je sais, mais tu sais, comme
quelqu'un comme Alex Nevsky à qui on a reproché certaines affaires. Ok, Ronnie, ta question est posée. Ouais. J'aimerais ça entendre analyser maintenant. Vas-y. Pardon, j'essaie de mettre en contexte parce que c'est pas clair. Mais... Oui, non, c'est très clair. T'as demandé, y a-tu un gradient et c'est où que tu mets la barre ou ce que c'est rendu, ou ce que c'est complètement inacceptable? C'est un peu ça ta question, là. Ouais, exactement. Bon, on t'écoute. Mais oui, mais Ronnie, c'est vraiment une super archi méga bonne question. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de réfléchir plusieurs fois à ça. Puis justement, j'en ai parlé avec une de mes bonnes amies quand l'affaire avec Carole Lebel est sortie. Puis, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Moi, j'aurais tendance intuitivement à dire oui. Puis j'aurais tendance à dire que le contexte historique peut influencer dans le sens où, tu sais, si c'était un comportement qui était accepté à l'époque, tu sais, à l'époque, c'était pas mal vu, par exemple, de dire, à une collègue que sa jupe lui va bien, puis que tout le monde le fait, tu sais. Des remarques sexistes quand t'arrives au bureau, tu sais, ou, tu sais, des commentaires comme, tu sais, comment ça, t'es pas encore marié, ou des trucs comme ça. Tu sais, aujourd'hui, en 2020, quelqu'un qui dirait ça serait juste complètement inacceptable, puis ça serait pas, tu sais, ça serait vraiment inacceptable. Puis, est-ce que ça vaudrait la peine de porter plainte contre quelqu'un qui a dit ça dans les années 50? Je pense pas. Si c'est quelqu'un, par contre, si c'était il y a 5 ans ou 10 ans avant le scandale MeToo, est-ce que là, c'est différent? Tu sais, c'est compliqué à répondre parce que si on l'applique à ce principe-là, tu sais, à quoi d'autre on veut l'appliquer? Tu sais, est-ce que, mettons, si les gens étaient racistes au Québec dans les années 50, est-ce que ce qu'ils ont dit il y a 50 ans, tu sais, ou il y a 70 ans plutôt, c'était moins grave? Ouais. Fait que, je sais pas. Ouais, c'est tough. Tu sais, si je te mets en contexte plus moderne, mettons, si, mettons, il y a genre 4 ans, toi, t'es sorti dans une boîte de nuit avec tes amis, puis, tu sais, ça doit être déjà arrivé, là, j'en doute pas, que, tu sais, un gars t'approche, puis il est peut-être un peu trop insistant, ou peut-être il est un peu trop, tu sais, ou il a peut-être mis sa main quelque part qu'il était pas censé de la mettre, ou je sais pas, tu sais. Est-ce que toi, après ça, tu serais justifié de dire, ce gars-là, une fois, il m'a fait ça, puis de faire un post Instagram pour genre, tu sais, par exemple, genre, est-ce que celui-là, puis là, ça créerait une réputation à cette personne-là, puis là, il y aurait peut-être d'autres filles qui diraient, oui, ce gars-là, une fois, moi aussi, j'ai fait ça, tu sais. Mais ce que je vais dire, c'est que souvent, là, souvent, quand il y a des cas d'agression sexuelle qui sortent dans les médias, moi, j'ai l'impression, que c'est rare qu'on fasse comme, je suis surpris. Ouais, ça, c'est vrai. Comme, pour vrai, là, quand il y a plein de personnes qui se plaignent de la même personne, là, comme par hasard, là, des fois, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Si on peut penser à Roson, on peut penser à Salvaille, on peut penser à plein d'affaires, ça m'étonnerait il y a pas de fumée sans feu aussi. Il faut prendre ça en considération, je pense. Ça, c'est sûr. Il y a des, Mais, tu sais, en tant que fille, j'ai eu plein de comportements vraiment déplacés, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai porté plainte contre personne. Je comprends la question est super intéressante, Ronnie, parce on cherche à se redéfinir à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui est socialement acceptable et compagnie. Il reste une chose, c'est que moi, je trouve que c'est pas si flou que ça. L'harcèlement, les comportements intrusifs, les agressions, ça a toujours été. À partir du moment où quelqu'un t'a dit, t'as fait un geste qui a pas été apprécié, la personne s'est affirmée et que t'as poursuivi, il y a un problème. Ouais. Que ça soit en 1960 certainement. Ou en 2020. Tu sais, fait que moi, pour moi, ça me semble pas si... mais par contre, on a tout le reste à savoir, par exemple, qu'est-ce qui est considéré... Tu sais, écoute, moi, j'étais dans les écoles, j'étais à l'école dans les années 80. Fait que, tu sais, une des pires choses qui pouvait t'arriver dans le cours d'école, c'était de te faire traiter de fif. On disait ça, là. Ouais. Hey, écoute, c'était terrible, là. On voulait se battre. Hey, non, je suis pas fif. Puis, tu sais, c'était grave. Moi, quand je repense aujourd'hui, ça me dépasse complètement. C'est risible. Mais c'était la pire chose. Là, j'allais faire un lien. Je veux pas partir là-dessus parce que c'est pas comparable, mais on disait c'était la même chose avec le communisme à l'époque aussi, hein, by the way. Dans les années 80, c'était terrible. T'étais un communiste, c'était la pire. Mais revenons quand même sur ce genre de sur des choix personnels, parce que là, c'est beaucoup plus intime. C'est ce genre de choses-là. Donc, traiter quelqu'un de gros, traiter quelqu'un de fif, parler d'une fille d'une façon dégradante parce que on est frustré, c'était des comportements récurrents. Socialement acceptés. Malheureusement. Moins dénoncés, mettons. Non dénoncés, puis je pense que la portée
le désir de faire mal à l'autre à travers une attaque aussi personnelle était c'était accepté, puis j'ai du mal à comprendre comment que, pour te dire, c'est vrai que les sociétés évoluent, puis les mentalités évoluent, puis heureusement, parce que, mais je suis sûr qu'actuellement, ça existe encore, mais dans une autre forme, tu comprends? C'est que les gens cherchent encore à s'atteindre pour se faire mal, pour se blesser, pour générer des vengeances, pour assouvir des vengeances et autres, mais ils vont le faire à travers d'une autre façon, d'autres. Puis ça va prendre un certain temps, ça va prendre une distance pour être capable de les identifier, ces agressions-là, ces micro-agressions-là, pour dire « Oh wow, OK, on était donc bien mean là-dessus, tu sais. » Je pense que ça se déplace, tu sais. Ça se déplace sur une espèce de... Mais en tout cas, il reste une chose, c'est que tout ce qui s'attaque à ce qu'on a le droit d'être ou ce que foncièrement on a besoin d'être pour être heureux, pour être bien dans notre peau, ça, là, asti que je suis content que ça ait plus sa place. Mais j'aimerais juste peut-être faire de plus en plus. J'aimerais juste peut-être faire un message aux gars, parce que je sais que pour en parler avec des gars autour de moi, je sais qu'il y en a qui sont vraiment inconfortables puis qui se disent, ben là, je sais plus quoi faire, ça va trop loin, etc. Moi, à ces personnes, on en connaît tous, hein. Moi, à ces personnes-là, j'aimerais ça vous dire comme suivez votre intuition. Si vous avez l'impression que vous pourriez être dans le trouble, c'est peut-être parce que votre comportement, il est... Fais confiance à ta petite lumière rouge. C'est ça, tu sais, c'est pas compliqué. Genre, t'as-tu suivi ton intuition? Oui, non, ben... assume. C'est peut-être aussi de réaliser que tu sais, t'en as peut-être fait des erreurs dans ta vie, dans le sens que t'as peut-être pas été parfait, puis c'est correct jusqu'à un certain point. Pas que c'est correct dans le sens que tu sais, mais c'est qu'on apprend en faisant des erreurs, tu sais. Ben là, c'est autre chose. C'est que là, après ça, t'as un autre schème de valeur qui rentre en ligne de compte, comme par exemple le droit à la rédemption. Puis tu peux pas juger. Moi, je suis assez d'accord quand j'entends des gens qui disent c'est donc même bizarre de voir que l'on juge des comportements de 1980 avec des valeurs de 2020. Il y a 40 ans d'écart. Puis là, je suis comme OK, ouais, c'est vrai que à part les lignes évidentes, là, comme par exemple des refus clairs et une agression, je veux dire ça. Une agression, ça a toujours été une agression, là. Fait qu'à un moment donné, ça, je trouve ça un petit peu bizarre. On peut plus rien faire, hein. Ta gueule, c'est... Si t'es un agresseur, c'est ça, tu sais. Non, en effet, là. Mais il reste que, où ce que là, justement, la société a évolué sur des éléments qui étaient répandus, qui étaient plus acceptés, puis que soudainement, là, on a pris conscience, puis là, on veut revenir 40 ans en arrière pour faire un jugement, porter ça dans un tribunal, qu'il soit populaire ou autre, on s'en fout. C'est vraiment le principe de jugement. Là, effectivement, je trouve ça un petit peu bizarre parce que puis là, ça nous amène vers toutes les valeurs axées sur la rédemption. Puis là, je veux pas nous amener vers une gauche un peu des fois bizarre, là, où ce que les valeurs identitaires vont par-dessus, ou les valeurs sur différents, que ce soit identitaire, que ce soit sur justement les infractions de nature sexuelle ou autres, sont comme prennent le dessus sur l'ensemble de ce que ça prend pour créer une société progressiste. Là, c'est là que... On évolue, c'est certain, tu sais, puis je vais prendre un sujet peut-être moins grave que les agressions sexuelles, mais tu sais, si on parle de corruption, par exemple, ce qui était acceptable il y a 20 ans ne l'est plus maintenant. T'as raison, c'est un bon point. Ben tu sais, c'est ça, c'est qu'on s'est dit, OK, tu sais quoi, on a eu la commission Charbonneau, tout ce qui était avant, là, on se dit, OK, ça c'est ce qui comme ça que ça se faisait avant. Puis que ça, on disait qu'il était wise. Quand on était exposé à de la corruption, on était lui, il est wise. C'est comme si c'était brillant, il avait trouvé la twist. Il a crossé le système, il est bon, tu sais. Oui. Non, c'est ça. Là, avec le racisme, on a le même genre de réflexion. Maintenant, c'est OK. Avant, ça se faisait de même. Tu sais, dire autant dire aux francophones dans les années 50-60 que c'était des pis-soupes, que maintenant, après on disait aux Noirs que c'était des N-words, que maintenant, tu sais, puis aux Arabes que c'était des terroristes, puis tout ça, tu sais, puis aux Autochtones que c'était des sauvages, puis tout ça. Mais là, maintenant, ça s'est remis en question. Ben, on dirait que là, maintenant, c'est rendu les rapports, tu sais, les agressions sexuelles, puis la violence conjugale, tout ça, c'est remis en... C'est ça qui ou se les jugements de valeur. question. Tu sais, on voit beaucoup de gens qui se drapent dans la vertu, puis qui essaient d'avoir une supériorité morale sur les autres. Puis ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que des fois, finalement, ce n'est qu'un prétexte pour, encore une fois, réattaquer autrui. Tu sais, je me dis que les valeurs devraient être ailleurs. Tu sais, si tu veux réellement que la société évolue puis qu'elle change,
crime, essayons d'être un petit peu plus compréhensif à ceux qui n'ont pas évolué à la même vitesse que les autres. Tu sais. Ben, moi, Parlant de personnes qui ont peut-être pas évolué à la même vitesse que les autres, depuis tantôt, on parle que la société évolue, mais j'aimerais peut-être juste faire un mini rappel à l'ordre ici, là, c'est qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui comprennent pas du tout le phénomène social qui se passe en ce moment, puis qui sont très rébarbatifs. Puis à ce niveau-là, j'inviterais tout le monde à consulter justement une série d'articles, 2 articles qui ont été sortis par Urbania, où tu as justement une journaliste qui rencontre un coach en séduction, puis qui a il était invité avec tout le scandale MeToo à revoir un petit peu les stratégies qu'il conseillait aux hommes, mais où il dit clairement dans l'article que que quand il y a quelqu'un qui dit je vais te présenter une fille, mais attention, c'est une féministe, ça t'intéresse-tu pareil? Tu dis comme puis tu sais ses clients, ça va de 25 à 75 ans. C'est dans Urbania, ça? Ouais, donc je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Mais t'as raison, il y a des schèmes de pensée qui ont la vie dure en tabarnouche. Mais je pense que pour on parlait justement de valeurs, puis toi tu parlais de la supériorité morale, puis où est-ce qu'on devait se placer par rapport à ça, puis c'est ça, peut-être faire preuve de compréhension, mais pas trop non plus. Non, c'est clair, faut pas non plus que ça devienne un prétexte pour être mou. Moi, s'il y a une chose que je déteste dans la vie, puis je vous le dis, je pense que c'est la chose que je déteste le plus, c'est le relativisme. Comme si tout le monde, c'est correct, tu as le droit à ton opinion. Non, là, à un moment donné, là, tu sais, Christy, puis on est dans un sujet, justement, où puis c'est le fun, parce que tu as commencé comme ça, Ronnie, puis ça va nous permettre de rapper, parce que, mine de rien, le temps passe. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y en a un bon sens, là. Puis il y en a une intention derrière les gestes, les paroles et ainsi de suite. Puis ça, on commencera pas à tout accepter parce que mais il a le droit à son opinion. Moi, ça me fait capoter. Je déteste le relativisme. Est-ce que quelqu'un qui voulait ajouter un truc avant que je passe à un autre sujet? Faut aussi parler de l'influence néfaste du Canada sur nos vies. Mais peut-être juste dire à tout le monde que vous devriez lire le livre For the Love of Men de Elizabeth Plank, qui est une auteure d'origine montréalaise qui est journaliste à New York, qui parle de la masculinité. Moi, je l'ai lu, je trouvais ça vraiment intéressant. Elle dit, dans le fond, que, si je résume son propos rapidement, là, c'est que les femmes ont fait tous les progrès qu'elles pouvaient faire sans que on joue dans la cour des hommes, dans le sens que les hommes changent. Les femmes ont fait tous les progrès. Les femmes n'avanceront plus. L'égalité homme-femme, on n'avancera plus vers ça si on ne chiffre pas du côté des hommes. Ça, là, tu me fais penser à un truc, c'est un autre truc qui me rentre difficilement dans la tête, à savoir que les femmes feraient des progrès aux dépens des hommes. Ça, j'y crois pas. Non, c'est ça. Ceux qui se sentent menacés parce que les femmes vont mieux. Honnête, je suis obligé de vous le dire, je les juge. Je suis là-dessus, j'ai sûrement tort, mais vraiment, je les juge. J'en reviens, je sais pas. Je suis comme, voyons, man. Comment? Ça, puis le collectif 50-50, là, qui parle c'est un livre, là, qui s'appelle 50-50, que j'ai lu aussi, avec plein de textes de plein de femmes et d'hommes qui parlent de l'égalité. En tout cas. Comme si la dignité, tu sais, il y en existe juste 100 morceaux de dignité sur la planète, puis quand toi t'en prends 2, t'en enlèves automatiquement 2 à quelqu'un. Voyons. C'est ridicule. Non, c'est ça. Élisée, voulais-tu amener un point? On te laisse le dernier mot sur ce point-là avant que, pour vrai, je parle du gouvernement. Tantôt, j'ai fait une blague, là, je voulais pas parler de l'influence néfaste du Canada sur nos vies. Là. Tout le monde est très convaincu de ça ici. OK. Non, mais c'est bon. Je pense. Merci, Ronnie, pour ta petite note comme quoi, là, il y a beaucoup de choses qui sont dans la cour des gars, je pense. Ouais. Voilà. Pandémie. On s'en va, on revient au sujet qui nous fascine. Un nouveau sujet, quelque chose de nouveau. C'est le fun. C'est vrai, il y a encore ça. Hein? On en a presque pas parlé de toute façon. Fait qu'on s'est dit qu'on ferait distinctif, tu sais, aux engagés publics. On va parler de pandémie. Non, mais au gouvernement, OK, pandémie alors que la campagne de vaccination commence. Là, sans farce, sentez-vous le mood qu'on a le droit de recommencer à y croire, même si là, il y a un petit moment un peu dur qui s'en vient, mais je sais pas, moi, je suis positif. Je sais pas, toi, vous... Je pensais que tu allais me demander si on allait se faire vacciner. Là, ça Chris. Moi, je prends pour acquis que les 3 personnes qui sont ici ce soir se font vacciner. Mais... Je suis le premier en file, si je peux. Aussi, aussitôt que je peux. Toi, Alizé, vas-y, t'as posé la question. Non! On a une anti-vax dans le groupe. Oh, non, faut pas attendre. Non, mais attention, là, tu sais, il y a des rapports qui sont sortis à cet effet-là, là, c'est qu'entre les gens qui sont anti-vaccins puis les gens qui sont pro-vaccin, tu sais, t'as tout un continuum, là. Puis moi, je suis clairement plus dans l'extrémité pro-vaccin, tu sais, je suis à jour, tout ça. Mais, tu sais, bon,
c'est normal de, tu sais, c'est rapide, là. C'est rapide comme développement. Fait que je vais laisser d'autres personnes prioritaires se faire vacciner avant. Tu regarderas comment que je me porte, puis si tu vois que je suis pas pire, là. Le problème, c'est que j'ai tellement d'autres problèmes de santé que ça pourrait être complètement autre chose. OK. Alors que la campagne de vaccination commence, excusez-moi, sous la charge d'un dénommé Daniel Paré. C'est-tu lui le militaire, cette histoire-là? J'ai pas trop checké ça. Le gouvernement remet le Québec sur pause et prolonge le congé scolaire des fêtes. Tantôt, j'en parlais, là, on va vivre un petit moment difficile. Mais d'un autre côté, on autorise les regroupements extérieurs dans les lieux publics. La prochaine phase, qu'est-ce que c'est ça, man? Puis là, soudainement, je me mets à parler du REM dont je me fous royalement. Parlons pandémie, OK? On va régler le cas de la pandémie avant de parler du REM. C'est comme si je vous parlais du tramway de Québec. Vous en foutez, honnêtement, là? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ben, peut-être qu'on aimerait mieux parler de ça. Quoi qu'il en soit. C'est en crise de Montréal, Denis, comme on a compris. Ben, écoute, t'as fait un stretch. Je dirais pas ça comme ça. Je l'aurais pas dit de même. Moi, je l'aime, Régis. Je le sais, vous l'aimez, Régis. Ah oui! Vous nous l'enviez, Régis, parce que mais c'est correct si t'aimes pas Madame... Mais c'est correct si t'aimes pas Madame Plante parce qu'elle veut que les itinérants, ils patinent. Hey, j'ai vu ça, man, j'ai capoté. J'étais mal pour elle. Quel malaise, pauvre. Non, mais... En tout cas... Elle sera pas réélue, hein? On sait pas. En plus, ça va être un nouveau body qui va l'attendre. Mais body, je sais pas. Là. Attends, c'est quoi l'affaire de Valérie Plante pis Paty? Alors, je t'explique rapidement. Tu sais, c'est quoi le Square Cabot? Je pense que oui. OK, ben c'est un parc. Explique-le comme si aussi il y avait des auditeurs de Shawinigan, OK? Alors, il y a le Square Cabot qui est un parc à Montréal où est-ce qu'il y a beaucoup d'itinérants qui vont se rassembler là, qui se réfugient là. Et là, ben, il y a une patinoire là. Puis là, ben, l'opposition disait, ah, ben, Madame Plante, me semble que genre, ils ont besoin de service. Puis tout, puis elle dit, ah, mais d'un coup, qu'il y en a dans le truc qui veulent patiner aussi, là. Puis là, elle a dit textuellement, il y a aussi elle est venue pour dire itinérant, puis elle a dit des personnes en situation d'itinérance qui ont le droit de patiner. Non, c'est ça. Écoute, mais tu sais, parallèlement, là, tu sais, Denis Coderre, il a comme fait une publication un petit peu louche sur sa page Facebook qui a fait partir beaucoup de rumeurs. Sur le REM. Ben, en tout cas, je sais pas, mais tu sais, il y a des gens qui pensent qu'il va se relancer. Parce que il y a des gens qui pensent. Moi, je suis sûr. Autre petit primer politique montréalaise. Madame Plante a promis une ligne rose pendant la campagne de 2017 qui n'est pas prête de se réaliser. Et là, maintenant, ben, la prolongation du REM va dans l'Est. On couvre un petit peu du territoire qui était promis par la ligne rose. Et donc là, Madame Plante a publié la ligne rose, peu importe sa couleur ou sa forme, ça va vraiment nous aider, ce qui est comme pas son projet. Et après, M. Coderre a dit mais écoutez, le crédit revient au gouvernement du Québec et à Chantal Rouleau et non pas à l'administration qui prétend que c'est la ligne rose, mais pas étant la ligne rose. Hey, je suis en train de me rendre compte que j'en connais plus sur l'actualité montréalaise qu'Alizé. Oui, en tout cas. Bon, parlons de pandémie, s'il vous plaît. Parlons de pandémie. Ça donne moins mal à la tête. Écoute, sans blague, j'ai rien à dire, moi, sur la pandémie parce que les mesures qui mettent j'ai tellement l'impression qu'on est dans les derniers... Je me sens comme dans les derniers 1000, fait que j'ai pas le goût de commencer à faire chier, là. Moi, ce que je me dis personnellement, c'est... Regarde, on va, de toute façon, j'ai respecté toutes les mesures, là, puis je vais continuer, puis on serre les dents, puis ça s'en vient, puis Christy, ça va être le fun. Je sais pas quoi dire de plus. Alizé, comment tu vois la chose, toi? Tu te sens-tu vers la fin? Mais non, mais... Hein? Sens-tu qu'on est vers la fin du confinement, puis des batailles? Non. Ah ouais, je suis trop positif. Mais on va falloir vivre avec aussi, là, je pense, là, tu sais, ça, ah non, mais je m'avancerai pas là-dessus parce que, tu sais, je suis pas médecin et tout ça, mais je pense pas que oui, ok, peut-être qu'on a des vaccins qui améliorent les symptômes, mais je veux dire, il y a encore plein de choses à faire. Puis, tu sais, il y a surtout le mois de janvier 2021 à passer, là, que les hôpitaux, ils capotent parce que, tu sais, comme ils libèrent plein de lits qui sont faits pour autre chose, pour des lits COVID, fait que ça met des files d'attente pour les opérations, pour les cancers et autres, là. Fait que déjà, tu sais, on va passer à travers le mois de janvier au Québec, puis après, on en reparlera si tu veux. Mais en dehors de ça, là, je dirais que, tu sais, moi, ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, puis dont je vois pas la fin, là, c'est tous les enfants, toute la génération d'enfants qui vont vraiment être pénalisés dans le futur parce que ils n'auront pas eu de scolarité normale pendant cette période-là. Ouais. Puis je pense que les répercussions vont se faire sentir pendant des années et des années. Puis surtout le clivage entre les parents plus privilégiés puis les enfants qui ont pas des
vraiment basiques, là, comme une pièce pour étudier. Tu sais, des fois, dans un petit appartement, ben la pièce pour étudier, ben c'est aussi la cuisine, puis la salle où est-ce qu'on mange, puis la salle où est-ce que maman travaille. Comme si je peux me permettre, si je peux me permettre, je pense que c'est l'élément. Puis Ronnie, je voulais te donner la parole pour la suite, mais je vais quand même me permettre une transition avec une opinion personnelle. Mais c'est le volet qui, je pense, est le plus notable de tout ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, c'est de voir à quel point nos dysfonctions sont ressorties très, très fortes. C'est clair. À cause de ça. Donc, tous les écarts, comme vient de le souligner Alizée, entre les privilégiés et les plus démunis, ça a été évident. Notre faiblesse au point de vue numérique, notre faiblesse à produire nos propres produits de santé, c'est effarant. Là. On a entendu des histoires cette semaine, entre autres, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, là, que sur l'équipement et les raisons pour lesquelles on nous conseillait de peut-être pas les utiliser étaient assez inquiétants à entendre. Je pense qu'on a besoin, comme collectivité, de gagner un peu d'autonomie. Là. Puis je suis pas en train de tomber dans une espèce de nationalisme protectionniste. Là. Je pense que c'est juste ça que ça est venu souligner. Là. C'est qu'on se doit d'être un peu plus autonome localement comme collectivité. Sinon, Ronnie, le Igloo Fest, on va-tu être correct? Écoute, je pense pas qu'il va y avoir des Igloo Fest en janvier. C'est vraiment dommage parce que la dernière fois que j'ai été, disons que j'ai un peu trop fêté et que j'ai pas pu... j'ai déboulé ma soirée. Donc, j'en souviens plus. Donc, j'aimerais ça pouvoir revivre ça et m'en souvenir. Tout ce qui s'est passé après 10h33. C'était en février dernier. En fait, vivre le Igloo. Mais quand on parle de scolarité, quand on parle de scolarité, moi je suis à l'université et je trouve ça tough de faire mes cours par Zoom et tout ça. Donc je peux pas imaginer les jeunes là qui. Honnêtement, la pandémie aurait exposé que les personnes les plus vulnérables dans la société, c'est ceux qui sont le plus affectés par les trucs de même. Les jeunes, les minorités, les femmes, les PME. Il y a un article qui est sorti dernièrement, ça m'a vraiment choqué. C'était que je pense que c'était plus que 60% des emplois qui ont été perdus pendant la pandémie étaient des emplois occupés par des femmes. Ouais, je sais pas si vous avez entendu les filles de j'allais dire les filles de QS. Deux filles le matin, je sais pas. Nos collègues, Stéphanie. Écoute ça, toi. T'écoutes ça. Stéphanie et Viviane. Oui, c'est ça, et Viviane. J'ai même pas à TV, tu sais. La semaine passée, il faisait état justement de ce que tu dis, Ronnie, je te laisse poursuivre. Non, mais vraiment, c'est vraiment les populations les plus vulnérables qui ont été touchées par ça. Puis même encore une fois, là, pendant la nouvelle pause, tu sais, Walmart est encore ouvert, tu sais, je veux dire. Puis ouais, mais là, il y a des restrictions, là, un peu. Ouais, ils vont bloquer les sections, mais tu sais, rendu là, genre, on le sait, là, que les gens vont continuer à acheter des choses sur Amazon, puis ils vont, tu sais, puis moi, j'en suis coupable, là, j'ai un compte Amazon, puis tout, puis je m'en sers, puis j'ai Amazon Prime, tu sais, j'essaie d'acheter local le plus possible, puis tu sais, je vais à mon petit café du coin pour mon café, puis c'est de même. Vas-tu le panier bleu? Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mais quel flop! Hey man, c'est plus qu'un flop, c'est une insulte. C'est une insulte. Vraiment, gaspillage de fonds publics. C'est une insulte. Mais ce que je disais, c'est que Denis, t'es optimiste, puis c'est bien, puis moi, je commence à avoir peut-être un petit peu le bout, mais en même temps, tu sais, les répercussions de cette crise-là, on va les ressentir pour des mois et des années, puis on dit que... Mais par rapport à quoi? Moi, c'est pas-tu... J'ai un peu cette philosophie-là, mais je vais vous expliquer un peu mon point de vue par rapport à ça, c'est que ce que tu sais, les gens se fâchent... J'ai jamais été vraiment un partisan de dire, mettons, OK, je vais donner un exemple, puis vous allez peut-être trouver ça louche, mais vous allez voir, je vais boucler ça, OK? On a un jeune qui a la chance d'aller jouer dans la Ligue junior du Québec. Les gens vont lui dire, tu gaspilles, tu perds tes études, tu gaspilles ton temps, nanana. Alors qu'en réalité, il va aller vivre une expérience qui va lui apporter des éléments complémentaires sur d'autres territoires absolument fascinants, incroyables, d'autres types d'apprentissage. Et un petit peu plus tard, il va revenir à ce qu'était la normalité. Moi, je suis pas catastrophé par rapport à ce qui vient d'arriver à notre jeunesse, dans le sens où je pense qu'ils vont avoir développé à travers ça une force, d'autres types de forces. Certainement, le terme qu'on entend beaucoup, c'est résilience, puis c'est exactement ça. Tu sais, c'est que moi, je te dis pas que elle va nous impacter nécessairement négativement cette crise-là, mais cette crise-là a été transformatrice pour la façon
de laquelle on veut vivre, point. La façon qu'on va voyager, Oui, la façon qu'on mange. oui, des prises de conscience. Peut-être qu'on va être passé d'état de glandeur professionnel à gens un peu plus conscients sur des priorités, tu sais, puis de ce qui compte. Puis c'est pas juste ça, c'est de valoriser les choses qu'on prenait pour acquises avant. Tu sais, moi, en ce moment, là, oui, je m'ennuie de faire des parties puis des choses de même puis de voir des gens, mais pour elle, là, en ce moment, si tu ouvres un café, puis je peux juste aller m'asseoir dans le café puis étudier en voyant du monde étudier autour de moi, je vais être content. Tu sais, à l'école, en ce moment, la bibliothèque est ouverte puis j'y vais parce que je vois du monde étudier puis c'est le fun. Tu sais, c'est juste, je sens qu'il existe du monde autour de moi. Fait que juste ça, c'est majeur. Fait que imagine le jour où ils vont ouvrir les boîtes de nuit. Là. Je sais pas si tu as vu, ils ont eu un beau... il y a eu ça va mieux là en Australie, puis il y a eu dernièrement un allègement des mesures, puis ça a été la folie. Là, j'ai vu des photos sur Reddit, puis sur Imager, j'ai vu plein de photos des parcs. Et écoute, les parcs ont été envahis, les gens étaient tellement heureux. Alizé, est-ce qu'on complètement néfaste ou on va tirer du bon de ce qui s'est passé? Mais toutes les crises sont formatrices. Hein. Vous dites, on a beaucoup appris de cette crise-là, mais tu sais, on a appris des 2 guerres mondiales, on a appris de la crise des subprimes, ça fait qu'à ce niveau-là... Mais moi, je pense que je suis vraiment moins optimiste par rapport au changement de comportement. Là. Puis c'est ça que j'avais mis aussi, tu sais, comme dans mes notes pour le REM, là, c'est que, tu sais, ce projet-là, j'ai l'impression que ça prend pour acquis que les gens, ils vont aller travailler comme avant tous les matins au centre-ville. Ah honnêtement, j'espère que non. J'espère que non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont reprendre leurs vieilles habitudes de consommation. Puis, moi, j'ai pu sortir de chez nous. Bon, moi, je suis pas d'accord avec vous pantoute. Puis, mais tu sais, tu dis, est-ce que ça va former des personnes plus résilientes? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent vraiment beaucoup en ce moment puis qui tireront rien de positif de cette crise-là, voire même ils vont tirer de la détresse. Par contre, je pense que d'un point de vue des changements climatiques, le fait qu'on ait du tout mettre l'économie à terre, parce qu'on n'arrête pas de niaiser avec ça, mais ça montre aux gens de quoi va avoir l'air notre vie dans quelques années si on continue à utiliser... C'est intéressant, hein? Non, mais c'est ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est que, tu sais, là, pour pouvoir relever, tu sais, pour pouvoir stopper le réchauffement climatique, il faudrait que l'économie ressemble à peu près au shutdown méga géant qu'on a eu au mois de mars pour rester en dessous du 1,5 degré. Vous avez vu les sacrifices que ça demande? Ben, si vous voulez pas vous rendre là, ben, pensez à acheter une Tesla. Puis, ah ouais? Tu penses que c'est ça la solution? Non, c'est vraiment pas la solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui n'ont pas les moyens? Ils vont continuer à détruire le gouvernement fédéral a pris un gros pas cette semaine. Là. On l'a passé sous silence, mais monté la taxe carbone à un niveau qui était peut-être un peu plus adéquat que le 20 $. Mais ils ont passé à combien? Ça va monter à genre 120, je pense, d'ici 2030, ce qui est quand même pas pire. D'ici 2030, il faudrait la mettre à 300 $ aujourd'hui. Non, c'est les vrais barèmes, me semble, c'est 220 tonnes par kilogramme. C'est quand même suffisant. Dollars par tonne, pardon, d'ici 2030, si je me trompe pas, selon le GIEC. Mais c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Oui, je sais, mais graduellement, tu sais, d'ici 2030. Ils ont pris un pas qui est quand même qu'on peut applaudir. Tu sais, c'est pas the best thing, mais c'est déjà mieux. Fait qu'ils semblent avoir une volonté. Puis tu sais, si McDo, là, sont capables de faire leurs croquettes avec du vrai poulet, je viens de le répéter. On est capable de changer notre façon de faire. J'aimerais ça que tu me le redises, puis j'aimerais ça soit le titre. C'était le titre de l'émission que McDo. Puis aussi, si les machines à McFlurry peuvent arrêter d'être brisées quand oh non, ça, oublie ça. Ah non, là, t'en demandes trop. Non. Impossible. Ah, là. OK, oui, non, c'est ça. C'est dans un monde de licorne. Une augmentation... c'est une augmentation de 340% sur 10 ans. Devrait attendre 170 $ la tonne. Oui, c'est pas pire, mais tu sais, il aurait pu le mettre quand ils sont arrivés en 2015. Il aurait pu absolument, puis je suis fâché parce qu'ils l'ont pas fait, mais tu sais, c'est comme... C'est ça le problème avec les taxes carbone, c'est que là, les gens, ils capotent parce qu'on dit comme, oh mon Dieu, ça va augmenter de 100, 200, 300%. Mais si on avait commencé à le faire dans les années 70, ben, la taxe, elle augmenterait de 1% par année, puis on aurait un méga fonds vert. Puis en effet, dans les années 70, on avait le plan énergétique de Pierre-Éliott Trudeau, qui était comme complètement autre chose. Puis,
c'est vrai, on aurait pu se rendre là plus tôt, mais à un moment donné, tu te rends là, on peut être comme, yes, c'est bon, tu commences à comprendre, c'est bien. Bon, excuse-moi, Ronnie, je voulais pas péter ta vibe. Ouais, mais Alizée, c'est la pessimiste du podcast aujourd'hui, là. Oui, puis je trouve ça absolument merveilleux. Je suis content qu'on en ait une. On va tous mourir. Merci, c'est ça le titre, on va tous mourir. Ça va être, hey, on a quelque chose en commun, hein, nous autres, ici, tout le monde aujourd'hui, je pense que c'est ça. Le Canada anglais doit comprendre. Non, c'est pas ça. Oui, un peu. On a ça en commun. Le Canada anglais doit comprendre, d'une façon très claire, que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. L'autre chose qu'on a en commun. Donc c'était Justin Trudeau en 2024. L'autre chose qu'on a en commun, c'est que... Quand je serai premier ministre, la santé sera notre priorité absolue. On va éliminer l'attente une fois pour toutes. On vous a entendu. Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Écoute, c'était notre épisode pour ce soir. Je saute la section sur le Canada. Là. Je voulais faire toute une belle section complète où on allait parler en mal du Canada. Mais on a fait déjà 1 heure et quelques qu'on parle. J'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présents, les amis. Merci. Écoutez pas les conservateurs. Voici mon commentaire sur le fédéral. Merci beaucoup. C'est normal radical. Alizée, as-tu un message comme ça important qui te tient à cœur à nous livrer avant qu'on... Portez vos masques. Portez vos masques, puis sachez que, c'est quoi, on va tous mourir. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. C'est notre dernier épisode de l'année, c'est vrai. J'aimerais souhaiter à nos collaborateurs sur les engagés publics, aussi à tous nos auditeurs, un très beau temps des fêtes, un bon début d'année 2021, en espérant que ça sera le début d'un monde nouveau, d'un monde meilleur surtout. Une des bonnes résolutions qu'on pourrait prendre, puis c'est LP qui nous la donne, c'est d'écouter plus souvent les engagés publics. Donc, écoutez le balado des engagés publics régulièrement. On se recroise l'an prochain, évidemment. Puis, écoute, j'essaie de suivre. Croquettes de vraiment lamentable. C'est la pire outro de la planète. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur SoundCloud, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, name it, Simplecast et compagnie. Non, c'est pas vrai, on n'est pas sur Simplecast. Abonnez-vous à notre infolette, consultez notre boutique, imaginez-vous, on a une boutique. Visitez notre site web engagé public, engagé avec un S, public avec un S.com et à l'année prochaine. Il y a maintenant du avec